Certains médias occidentaux traditionnels. Je veux commencer par cela, avant d'entrer dans les détails de ce qui a réellement été fait lors du sommet, car je pense que cet extrait est très révélateur de la façon dont les choses se sont déroulées. C'était vraiment très inhabituel, atypique. Et je pense que nous attendons tous le compte-rendu, car l'ambiance dans la salle n'était pas bonne. Cela ne semblait pas s'être bien passé, et il semblait que Poutine était arrivé en force, passant directement à ce qu'il voulait dire. Donc, Poutine est arrivé et a tout écrasé, Pepe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, selon toi? Parce qu'il n'y a pas eu d'accord concret à l'issue de cette rencontre. Mais en même temps, on parle maintenant du fait que certaines des positions de Poutine et de la Russie pourraient être avancées lors de futures discussions avec Zelensky, avec l'Uber, etc. Parle-nous de cela, car c'est un changement énorme pour la partie russe, pas tant dans leur position, mais en la domination de leur position. Il n'a rien imposé de force, il n'en avait pas besoin. Il a été accueilli, je dirais, avec une politesse remarquable par Trump. C'était très très bien dès le début. Le ton a été donné dès l'aéroport, y compris le spectacle aérien, bien sûr, avec les B-2, tout le reste. Mais dès le début, on pouvait sentir qu'il y avait une certaine alchimie. Et ils se sont dit mutuellement « je vais t'aider » et « je vais t'aider ». Poutine a déjà dit en anglais à l'aéroport « je suis là pour t'aider ». Et Trump a aussi dit « je vais t'aider ». Très très important dès le départ. Cela a donc contredit toutes les prédictions catastrophistes et apocalyptiques d'avant. Et cela nous a contredit, nous aussi. Nous n'avions pas de grandes attentes pour ce sommet. Et après un certain temps, après la première heure, après la deuxième heure, puis nous avons atteint 150 minutes, nous pouvions déjà dire qu'ils étaient vraiment en train de discuter. Et cela signifie des détails sur la réinitialisation de la relation stratégique entre les superpuissances, bien au-delà de l'Ukraine, bien sûr. Donc, contrairement à toutes les attentes, ce fut un succès jusqu'à la non-conférence de presse, évidemment. Nous nous attendions tous à au moins, 20 minutes, une demi-heure de questions-réponses. Mais bien sûr, ça n'a été confirmé par aucune des deux parties. Il y a certainement eu un accord après ces premières, qu'est-ce que c'était, 30 secondes ou 45 secondes, lorsqu'ils sont entrés dans la salle. Nous avions les 3+3 dans la pièce, et cette horde de hyènes sauvages provenant essentiellement des médias grand public américains lançant toutes sortes de choses aux deux camps. Probablement que l'équipe Trump 2.0 et l'équipe Poutine ont décidé, d'accord, nous allons faire 2 présentations à la fin et c'est tout. Ça a parfaitement du sens. Même l'équipe Trump, il n'aurait pas, parce que dans l'enregistrement que tu as diffusé, elle ne dit pas la partie américaine de la salle était extrêmement hostile à Poutine, à Trump évidemment, et aussi à Poutine. Ils étaient extrêmement hostiles aux grands acteurs. Donc, évidemment, ça a du sens. Pourquoi s'embêter à répondre à ces questions stupides? On les connaît déjà à l'avance. Donc ce qu'on a eu, c'est Poutine qui a fait une présentation en suivant ses notes. Cela signifie qu'il est allé exactement au point clé qu'il fallait souligner. Et du côté de Trump, évidemment, c'était de l'improvisation totale. Voilà. Comme d'habitude, on en a l'habitude. D'accord? Je ne veux pas jouer le rôle du journaliste, Pepe, très rapidement, mais je veux juste montrer. Regarde, ici, comme tu le dis, on ne va rien diffuser, mais regarde. Si tu regardes, Poutine a parlé jusqu'à la 8e minute sur 12. Je crois qu'il a terminé vers 8h30. Et Trump a parlé pendant 4 minutes. Et ça a rendu l'establishment américain fou. Fou. Parce qu'il a dominé. Et la façon dont Poutine l'a fait, Pepe, ça m'a rappelé la manière dont il a abordé l'interview avec Tucker Carlson, dans une situation très réduite, une situation beaucoup plus microcosmique. Mais continue.
D'accord. Pour donner le ton concernant les décisions les plus importantes, je vais vous donner à toi, Danny, et à notre public 2 citations. La première citation est du président Poutine lui-même. Faites-y très attention. C'est probablement l'une des rares fois où Trump, en une seule phrase, résume une discussion géopolitique très détaillée. Cela a été publié sur Truth Social. Il a été déterminé par tous, cela signifie les 2 délégations, ce qui est déjà très important, que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine est d'aller directement vers un accord de paix qui mettrait fin à la guerre et non vers un simple accord de cessez-le-feu qui souvent ne tient pas. Prenez un instant tous pour examiner ce qui est dit ici. C'est extrêmement important parce qu'en une seule phrase, Trump détruit complètement le raisonnement de l'OTAN, de l'UMRE et des soutiens des nazis fascistes à Kiev. En fait, avec seulement quelques mots. Voilà donc ce qu'il veut vraiment. Et c'est ce qu'en même temps, Poutine a réussi à imprimer dans l'esprit de Trump. Nous avons besoin d'une solution globale. L'Ukraine en fait partie. Ainsi, nous résolvons théoriquement la guerre par procuration. Évidemment, Poutine ne le dirait pas ouvertement, que vous, Empire du Chaos, avez lancé contre nous en utilisant l'Ukraine comme intermédiaire. Mais le plus important, c'est la remise à zéro de nos relations stratégiques. Très important. Maintenant, comparez cette citation de Trump avec Medvedev. Et comme nous le savons, Medvedev n'est pas un stratège très modéré, calculateur, méticuleux. Medvedev est plutôt direct, avec un certain goût pour la provocation, ce qui le rend extrêmement divertissant. Mais en même temps, il est un ancien président de la Russie. Il est pour toute fin pratique le numéro 2 en Russie. Donc quoi que dise Medvedev, qu'il soit en train de troller ou qu'il devienne très sérieux, comme c'est le cas ici, nous devons y prêter attention. Donc, pour citer Medvedev, le président de la Russie a personnellement et en détail présenté au président américain nos conditions pour mettre fin au conflit en Ukraine. C'est extrêmement important, car on peut voir à la réaction de Trump qu'il commence enfin à comprendre la situation, et il a dû écouter Poutine lui-même. On peut donc imaginer qu'il y avait un contexte sérieux derrière ces discussions. Et on pourrait même avancer que Sergueï Lavrov a eu ses 10 minutes, car Lavrov est probablement la personne numéro 1 sur la planète, à part Poutine, qui connaît le dossier sur le bout des doigts. Revenir à 991, ce n'est pas seulement revenir au Maïdan ou au début de l'opération militaire spéciale. Lavrov sait tout sur tout en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. Donc, évidemment, et il est assez intéressant que Poutine ait fait référence à Lavrov assis au premier rang lors de la non-conférence de presse en le désignant. J'adore ça, parce que cela signifie que Poutine accorde beaucoup d'attention à Lavrov et le respecte profondément, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Voilà donc la première partie de la citation de Medvedev. Deuxième partie, et c'est le plus important, selon les mots de Medvedev, les 2 parties placent directement la responsabilité d'obtenir des résultats futurs dans les négociations ou dans toute hostilité sur Kiev et l'Europe. Pouvez-vous croire que Medvedev dit la même chose que Trump dans son post sur Truth Social? C'est c'est immensément impressionnant. Et je dirais que ces 2 citations résument ce qui s'est réellement passé pendant ces 150 minutes. Et bien sûr, aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que cela se déroule ainsi, et à ce degré de, je ne dirais pas de compréhension, mais au moins du côté américain, une compréhension plus profonde des causes sous-jacentes de tout ce drame, ce sur quoi Poutine, Medvedev, Lavrov, tout le monde insiste depuis au moins 3 ans et demi. Et puis, quelque chose de très important, Danny, et pour vous tous, notre public, concernant en fait les BRICS. N'oubliez pas,
Poutine était aussi là en tant que principal représentant des BRICS, au milieu d'une guerre hybride, d'une guerre tarifaire, dans certains cas d'une guerre chaude contre l'Iran, et d'une guerre froide contre les BRICS dans leur ensemble. Donc Trump était là-bas pour représenter Xi, Modi, Lula, etc. Très très important. À qui Poutine a-t-il parlé avant d'aller en Alaska? À tous les BRICS. Oui. Pas seulement à tous les BRICS, Danny, mais surtout à Xi Jinping. Oui, surtout à Xi Jinping. Et bien sûr, il a parlé à Lula, il a parlé à Modi. Absolument essentiel. Et Xi et Poutine, on peut dire après l'Alaska, les gars qui écrivent vraiment le scénario de ce grand jeu géostratégique, ce sont Xi et Poutine. Ce sont Xi et Poutine ensemble. Voilà ce que les BRICS et le Sud global vont retirer de cette rencontre. Et très très important, du moins pour l'instant, Trump aurait apparemment promis de ne pas imposer de sanctions aux membres des BRICS. Du moins pourquoi? Pour la semaine prochaine, 2 semaines, 3 semaines, cela dépendra de la suite des événements, ou probablement avant leur deuxième rencontre, qui, comme nous le savons tous, la planète entière le sait, y compris les lézards sur des îles à Java. Poutine a officiellement invité Trump à se rendre à Moscou pour la prochaine rencontre en anglais. Et évidemment, je zappais entre les chaînes, bien sûr, pour jeter un œil. Et ces imbéciles de CNN, BBC, etc., ne comprennent toujours pas que Poutine comprend parfaitement l'anglais. Et il le parle relativement bien. Il ne parle jamais anglais en public parce que c'est une question de fierté nationale et aussi une question diplomatique. Il parle russe, sa propre langue, mais il comprend parfaitement l'anglais et n'a même pas besoin de traducteur. Il n'a des traducteurs que pour les points les plus subtils. Il n'a même pas besoin de traducteur. Par exemple, il y a eu un dialogue capté par des caméras russes en coulisses. J'ai publié une petite photo à ce sujet sur mon compte X. Ils avaient un traducteur russe, probablement le meilleur traducteur russe, qui traduisait pour Poutine en Alaska. Mais Trump et Poutine parlaient directement, et Poutine répondait directement à Trump sans même recourir à son traducteur. Et cela s'est produit dès le début, sur le tarmac de l'aéroport. Cela a donc énormément facilité les choses. Attendions-nous ce degré de courtoisie et de compréhension, surtout de la part des Américains? Aucun de nous ne s'y attendait. Ce fut donc une énorme surprise. Maintenant, bien sûr, c'est là que tout le diable se cache dans les détails. Est-il possible pour Trump de vendre quoi que ce soit aux néoconservateurs, à une grande partie des élites dirigeantes américaines, aux élites atlantistes de la côte Est, jusqu'aux grandes capitales européennes, et surtout à ces grandes familles du Royaume-Uni, de la City de Londres, etc. Sans parler de tout le complexe bruxellois, l'OTAN, l'Uber-Bailing, et jusqu'à tous ces fascistes nazis derrière Zelensky à Kiev. Non, nous savons que c'est impossible. Et cela a déjà commencé avec cet appel téléphonique où Trump lui-même a dit « Écoutez, c'était difficile ». Quand il dit cela, ça signifie évidemment qu'ils sont au-delà de l'horreur. Si leurs médias grand public, qui sont au-delà du pitoyable, et j'ai fait un peu de défilement ce matin sur les médias grand public du Royaume-Uni, d'Italie, d'Allemagne et de France, en gros, ils sont au-delà de l'horreur, cataleptique. Pouvez-vous imaginer les personnes qui tiennent vraiment les rênes dans la sphère atlantiste? C'est très très important. En considérant ce qui a fuité jusqu'à présent, du côté américain, pas grand-chose. Du côté russe, il y a certaines choses que je garde essentiellement pour ma chronique, et j'aimerais avoir quelques confirmations supplémentaires ce week-end. Mais l'une des choses que m'ont dites mes interlocuteurs à Moscou, et c'est très très important, Danny et vous tous, car dans la longue analyse qu'ils m'ont envoyée, c'était le point numéro 1. D'accord, je vais citer sans citer.
Donc, ça vient d'une très bonne source, très proche de certains des membres qui étaient présents, pas nécessairement à la table. Oui, à la table, car ça signifie Lavrov. Et bien sûr, nous avons de très bonnes relations avec le ministère des Affaires étrangères, mais aussi avec Belousov et Siluanov. Lorsqu'ils ont tous deux été interrogés par les médias russes après le sommet, Siluanov et Belousov, Finance et Défense, ont tous deux déclaré que c'était excellent. Et ces gars-là, ils n'ont pas ce genre d'adjectif à la bouche tout le temps. Donc je vais citer le premier point de ce que j'ai reçu. Cela a été affirmé avec force, et cela a été affirmé avec force par la délégation russe, par Poutine, Lavrov et bien sûr Ushakov. Arrêter toutes les livraisons directes d'armes américaines à l'Ukraine constitue une étape essentielle vers la solution. Bien sûr, il ne fait aucun doute que les Russes ont dû en informer directement Poutine et les Américains. Et, point très important, les Américains ont accepté le fait qu'il est nécessaire de réduire de façon spectaculaire les livraisons létales. Vous voyez, c'est nuancé. Il ne s'agit pas d'arrêter complètement, mais de réduire drastiquement. Et évidemment, qui va combler le vide? L'OTAN. Et d'accord, l'Europe est un élément clé dans cette solution. Ils restent donc très prudents. Ils fournissent régulièrement des armes à Zelensky, alors qu'il continue. C'est ce que l'un de nos interlocuteurs a dit, qu'il continue à soutenir financièrement l'Ukraine et à l'armée. Mais il y a un énorme problème. Et il y a un débat sur les chiffres. La partie russe est arrivée à la conclusion, même avant de se rendre en Alaska, que le bloc OTAN-UAV n'a pas l'argent nécessaire pour continuer à soutenir Kiev et qu'il n'a pas les armes non plus. Même s'ils commencent à acheter des tonnes d'armes américaines payées en euros, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas. D'abord, ils doivent obtenir les euros en payant des taux d'intérêt exorbitants pour acheter ces armes américaines. Et ensuite, ils pourront envisager de relancer l'armement de Kiev. Donc cette chaîne d'approvisionnement ne fonctionnera ni du côté militaire, ni du côté financier. Les Russes le savent. Et évidemment, Trump et son équipe le savent aussi. Cela nous ramène donc à ce qui pourrait être la stratégie de Trump. Il parle déjà à l'OTAN, pas à l'UTMOTOLED, ni à la Commission européenne. Vous ne pouvez pas imaginer Trump décrocher son téléphone pour appeler Bruxelles et parler à la méduse toxique. Oubliez ça. Il va parler uniquement à l'OTAN parce que c'est ce qui compte. Et ils ont dit, écoutez, nous essayons de trouver une solution, etc. D'accord, quelle est votre position? Et nous savons quelle est la position. La position de l'OTAN, c'est la position américaine. Et puis, il y a tous les chihuahuas qui aboient à droite et à gauche. D'accord, donc vous voulez continuer la guerre et nous essayons de trouver une solution globale pour tout. Très bien, la guerre est à vous. Alors trouvez l'argent pour acheter nos armes et payez-nous en euros à partir de maintenant. Voilà, très très simple. Donc l'argument de Trump est très simple. Et on peut dire qu'après l'Alaska, il a été résumé en une seule phrase. Son appel téléphonique à l'OTAN et sa conversation avec Zelensky lundi à Washington. C'est tout. C'est une phrase, ok. La guerre continue, si les Européens payent pour votre guerre, et nous n'y serons plus impliqués. Cela ne nous concerne plus. Nous voulons procéder à une remise à zéro, un redémarrage des relations stratégiques entre les États-Unis et la Russie. Donc, Danny, c'est disons le grand titre, et tu sais, les 3 ou 4 premiers paragraphes d'un article, il y a bien sûr beaucoup plus, mais c'est la synthèse de ce qui compte vraiment. Et encore une fois, aucun d'entre nous ne s'attendait à cela. Je veux passer un court extrait de Trump chez Hannity, où il parle de ce point crucial sur lequel il n'arrive pas à se mettre d'accord. À mon avis, je ne sais pas si cela concernait vraiment la recherche d'un accord Trump-Poutine pour la paix, ou plutôt le fait de permettre aux États-Unis de refiler le dossier à l'Europe, à Kiev. S'ils ne sont pas d'accord,
la guerre continue. La Russie ne s'en inquiète pas parce qu'elle est en position de force. Et donc, comme tu l'as dit, ils sont prêts à laisser les États-Unis s'en désengager, même si les États-Unis resteront évidemment impliqués. Comme tu l'as dit, l'Europe ne peut pas gérer cela. L'Ukraine non plus, pas sans les États-Unis. Et même avec eux, ce ne sera pas bien fait. Mais cela permet à la Russie de se concentrer sur ces autres points que tu as mentionnés et qui sont si cruciaux. Ce point majeur sur lequel ils n'arrivent pas à s'entendre, je pense que c'est peut-être une façon de maintenir le Les néoconservateurs sont aussi heureux qu'ils peuvent l'être en ce moment difficile pour eux. Voilà, beaucoup de progrès ont été faits. La réunion a eu lieu dans cette pièce. Oui, c'est ici que vous vous êtes rencontrés, n'est-ce pas? Dans cette pièce. Aviez-vous, laissez-moi vérifier, c'est bien là que vous disiez? Je dirais que oui, c'est ça. Alors avez-vous eu un moment en tête-à-tête avec lui? Oui, j'en ai eu un en fait, après nos discours. Il a fait un très bon discours, et j'ai aussi conclu le mien. Et ensuite, nous avons parlé juste après. Nous avons eu une conversation très sincère. Je pense qu'il veut vraiment que cela aboutisse. Oui, lors de votre conférence de presse, vous avez évoqué de nombreux points d'accord, et peut-être un grand sujet de désaccord. Êtes-vous prêt à le rendre public? Non, je préfère ne pas le faire. J'imagine que quelqu'un finira par le rendre public, ils finiront par le découvrir. Mais non, je ne veux pas faire ça. Je veux voir si nous pouvons y arriver. Vous savez, ce n'est toujours pas du tout acquis. Et l'Ukraine doit être d'accord. Je veux dire, vous savez. Le président Zelensky doit donner son accord. Je voulais donc m'arrêter là, Pepe, parce qu'il dit littéralement quelqu'un va le divulguer. Il y a ce point très important. Et ensuite, il parle de l'Ukraine. Attends. Donc c'est évidemment à propos de l'Ukraine. Pour revenir à mon autre point, pour moi c'est là que la Russie entre en jeu dans tout cela, et dit oui. Non seulement nous pouvons tolérer cette position des États-Unis et de Trump, mais nous pouvons même faire plus que la tolérer. Car quoi qu'il arrive, nous travaillons à obtenir davantage de ce que nous voulons. Bien sûr, ce sur quoi ils se sont mis d'accord reste secret. Et évidemment, cela était intégré dès le départ dans cette phrase cruciale d'Ushakov, juste après la visite de Witkov à Moscou, lorsque Ushakov a déclaré « Les Américains ont présenté une proposition que nous jugeons acceptable ». Cela figurait donc déjà dans la proposition initiale de Trump. Et c'est ce qui a poussé Poutine à l'étudier attentivement. Proposer l'Alaska pour une rencontre en face à face visait essentiellement à discuter de cette proposition acceptable. C'est la partie la plus importante dans cette chaîne d'événements. Cela signifie que pour que Poutine et le Conseil de sécurité examinent une proposition américaine, apparemment, même si nous n'en connaissons pas les détails bien sûr, Trump et au moins certains de ses proches comprennent enfin les causes profondes de toute la tragédie ukrainienne. Et nous avons misé dessus. Non, nous ne pouvons pas. Mais étant donné que Lavrov était dans la pièce, encore une fois, Lavrov a eu le temps d'expliquer à Trump. Et en 150 minutes, si Lavrov en a eu 10, Lavrov peut tout expliquer en 10 minutes à n'importe qui. Donc c'est très très important. Et bien sûr, les affaires. Pourquoi Trump veut-il un accord global et une remise à zéro des relations stratégiques entre les États-Unis et la Russie? Essentiellement, les affaires, les accords. Et qu'en est-il du pétrole et du gaz, encore une fois? Où? Dans l'Arctique et la Sibérie orientale. Donc très, très important. D'accord, laissez-moi voir les dates, je pense que c'était le même jour. Et où est-ce? Oui, le même jour que la réunion en Alaska, Poutine a signé un décret très, très important. Et avec ce décret, il deviendra possible pour ExxonMobil de revenir en Russie et de recommencer à investir dans Sakhalina, un projet gazier gigantesque dans les îles Sakhalines. C'est une histoire très importante, car en octobre 2022,
La gestion du projet Sakhalin 1 a été entièrement transférée à Rosneft via une filiale de Rosneft. À l'époque, ExxonMobil détenait 30% des parts. Ils se sont complètement retirés. N'oubliez pas, cela s'est produit quelques mois après le début de l'OMS. Beaucoup de sanctions, des myriades de sanctions contre la Russie. Donc, ExxonMobil a dû partir. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que Poutine disait à Exxon, « Vous devez partir. Il n'y a aucun moyen pour vous de continuer à travailler ici à cause des sanctions. Et il est même impossible de transférer des fonds. » Exxon détenait 30% des parts de ce gigantesque projet gazier. Les autres partenaires du projet, une entreprise indienne et une entreprise japonaise, sont restés. Mais Exxon est parti. Et savez-vous combien Exxon a perdu en quittant le marché russe, et plus précisément ce projet? 4,6 milliards de dollars. Dans l'univers du pétrole et du gaz aux États-Unis et dans l'univers de Trump, c'est une somme énorme. Ils doivent donc rendre possible le retour d'ExxonMobil en Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Trump 2.0. Ils étudient déjà quelles sanctions ils devront lever pour qu'ExxonMobil puisse revenir à Sakhalin 1. Je cite tout cela simplement comme un exemple pour vous tous des véritables intérêts qui se cachent derrière la possibilité d'une relance. Bien sûr, nous n'abordons pas la partie la plus compliquée, à savoir les missiles nucléaires, un possible renouvellement du traité INF, etc. En ce qui concerne Trump, ce qui compte, ce sont les accords commerciaux. Et le pétrole et le gaz, pour les grandes entreprises américaines en Russie, en collaboration par exemple avec Rosneft, c'est le Saint Graal. Et ce sera l'une de mes premières questions à toute personne que je rencontrerai, surtout lors de rencontres avec des dirigeants de Rosneft. Je dois leur demander tout de suite, alors est-il vrai qu'ExxonMobil, tôt ou tard, va revenir et que vous allez retravailler ensemble dans les îles Sakhalin? Vous savez, on verra bien. Donc les choses avancent très très vite.